Chapitre 5. Dans ce chapitre, nous allons parler de la carte mère et nous aurons donc 2 vidéos pour ce chapitre. Alors en anglais, la carte mère, ça se prononce motherboard ou mainboard. Et dans le jargon, il est courant d'utiliser le terme MOBO. Enfin, moi, j'aime pas trop, mais ça se rencontre régulièrement. Et donc, la carte mère, c'est un des éléments cruciaux de l'ordinateur. Parce que c'est sur cette grosse plaque électronique qu'on va connecter et faire communiquer tous les composants de l'ordinateur. Donc, si la carte mère est défaillante, l'ordinateur sera forcément défaillant. Et il y a une autre chose aussi, c'est que la carte mère va déterminer complètement les possibilités d'évolution, donc déjà certaines fonctionnalités de l'ordinateur, plus les possibilités d'évolution de la machine. Car il est possible d'améliorer sa machine sans tout remplacer. Avec les PC portables, c'est un peu plus compliqué, mais avec les machines fixes, c'est faisable. Et ce qui va vous permettre de pouvoir améliorer votre machine dans le futur, ça va être principalement le choix de la carte mère. Et alors, il ne faut pas se gourer sur le choix de la carte mère, parce que c'est typiquement le genre de composant qui ne se remplace pas facilement. Donc si vous dites, ah j'aimerais bien installer ça, zut, je ne peux pas le faire avec ma carte mère, il faut changer la carte mère, changer une carte mère, ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est une demi-journée de travail. Enfin, ou 1 heure, ça dépend de la complexité de la machine, mais ça peut vite être long. Et donc, il faut savoir aussi que une carte mère mal adaptée, plutôt mal dimensionnée par rapport aux composants que vous avez dessus, des fois, bon c'est rare, mais ça peut arriver qu'un mauvais choix de carte mère soit finalement provoque certaines instabilités au niveau de votre machine, que votre machine crache régulièrement à cause que votre carte mère est un petit peu mal calibrée, mais ça on en parlera plus tard, plus dans la prochaine vidéo. Sur une carte mère, il y a un BIOS. Donc la carte mère contient un BIOS. BIOS c'est pour Basic Input Output System. Et le BIOS, c'est un petit programme qui est stocké dans une mémoire de type ROM. Alors une mémoire ROM c'est quoi? C'est une mémoire dite morte. Donc c'est une mémoire qui n'est qu'en lecture seule. Donc on peut pas écrire des données dedans. Alors ça c'est dans la théorie, dans la pratique, on peut quand même mettre à jour le code qu'il y a là-dedans, on en reparlera un petit peu plus tard. Et ce BIOS il sert à quoi? Donc ce programme, il sert en fait à initialiser tous les composants qui sont sur la carte mère. Donc quand vous amorcez la machine, quand vous démarrez la machine, ça sert à tout initialiser. Ça sert à identifier les différents composants que vous aurez à connecter à votre carte mère. Donc typiquement votre carte graphique, tiens, quel processeur vous avez mis dessus, là, quelle barrette de RAM, ainsi de suite. Donc ça identifie tous ces composants-là. Ça va les configurer et ça va aussi initialiser l'ordre de priorité des différents disques durs que vous avez dedans. Donc, tiens, quel disque dur va démarrer en premier, sur lequel se trouve le système d'exploitation, donc lequel doit-on amorcer pour amorcer la machine, voilà. Donc tout ça, ça se configure dans le BIOS et une fois que tout ça c'est réglé, votre carte mère est capable de démarrer votre machine en démarrant ensuite le système d'exploitation. Donc ça, ce sont les différentes tâches du BIOS. Il y en a encore d'autres, mais là, c'est en résumé dans les grandes lignes. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est un truc tout moche comme ça, qui ressemble à la préhistoire de l'informatique. Alors depuis déjà quelques années, les BIOS ont été remplacés sur les différentes cartes mères par un système appelé UEFI. Et c'est juste une évolution du BIOS. Donc c'est la même chose, il n'y a pas grand chose qui change, chose que vous voyez. C'est un peu plus moderne. Vous avez cette fois-ci, vous pouvez utiliser la souris, ce qui n'était pas le cas avant, pour régler votre machine. Mais dans le jargon, on utilise toujours, un peu à tort, le terme de BIOS pour désigner aussi bien les BIOS comme sur les anciennes cartes mères que l'UEFI comme sur les cartes mères actuelles. Voilà, donc le BIOS désigne un petit peu les deux en fait. Le BIOS est accessible au démarrage de l'ordinateur en appuyant sur une touche. Alors souvent c'est la touche Delete ou supprimer. Sur certains portables c'est la touche F2, enfin peu importe. Mais de manière générale, dans la majorité des cas c'est la touche Delete. Et donc quand on allume la machine, il suffit de tapoter non-stop la touche Delete jusqu'à ce qu'on entre dans le BIOS, si c'est cette touche là.
Et ensuite, dedans, on peut y changer différents paramètres comme la date et l'heure de la machine, l'ordre de démarrage du disque dur, la vitesse de rotation des ventilateurs de la machine, ça peut se régler, les différentes fréquences de fonctionnement du processeur, de la RAM, désactiver ou activer des connecteurs. Donc par exemple, sur des machines dans des bureaux, je veux dire, à assez haute sécurité ou de confidentialité, il est courant de désactiver les ports USB pour que les employés ne puissent pas mettre de stick USB, donc des choses comme ça. Donc c'est tous des petits réglages qu'on peut faire vis-à-vis du BIOS. Et ces réglages sont conservés dans une petite mémoire. Et pour que cette mémoire conserve les données, si on débranche la machine, donc si on débranche du réseau électrique la machine, faut conserver idéalement ces données. Et donc il y a une petite pile qui est sur la carte mère qui permet d'alimenter cette petite mémoire en permanence pour conserver les paramètres. Et donc ça peut arriver que les paramètres soient perdus. À chaque fois que vous démarrez votre machine, il vous dit ah faut régler le BIOS, ah faut régler le CMOS. Il vous met un message d'erreur comme ça à chaque fois que vous démarrez, bah, c'est pas compliqué, c'est que la pile est morte et que donc les paramètres ne se sauvegardent plus. Donc voilà, ça coûte je sais pas quoi, 1 euro, un truc comme ça, donc c'est pas une fortune. Faut pas acheter la machine pour autant. Quand on va dans le BIOS configurer plein de paramètres, ça peut arriver qu'on fasse une mauvaise manipulation et qui rend le PC instable ou enfin qui peut dérégler la machine. Ça peut arriver. Ça peut même arriver que le PC ne démarre même plus ou qu'il se coupe violemment pendant une utilisation intensive parce qu'on était faire des conneries dans le BIOS. C'est pas impossible. Alors pour ça, faut pas avoir peur. Il y a sur les cartes mères la possibilité de remettre donc physiquement les paramètres de configuration à zéro. Bon, il y a la méthode barbare, on enlève la pile, mais sinon, il y a la méthode normale, il y a généralement ce qu'on appelle un jumper. Donc c'est ce que vous avez ici, hein. C'est le petit truc jaune là, hop voilà, on a un jumper, un cavalier en français, mais bon, c'est généralement le terme jumper, souvent situé à proximité de la pile, et il est souvent indiqué en dessous, Clear CMOS, et l'idée c'est que vous sortez le petit cavalier, vous le déplacez d'un cran, vous allumez la machine, il ne se passe rien, puis vous refaites l'opération inverse, vous le remettez dans sa place initiale, vous démarrez la machine et pouf, elle redémarre avec les paramètres par défaut dans le BIOS. Voilà, c'est une opération toute conne pour resetter euh, les données qu'il y a dans le BIOS. Alors, on sait par exemple dans le BIOS protéger l'accès au BIOS avec un mot de passe. Et donc vous récupérez une machine comme ça, vous ne savez pas rentrer dans le BIOS parce qu'il y a un mot de passe. Bah, il suffit d'effacer les données du BIOS, donc même opération, clear CMOS, hop, et ça dégage le mot de passe du BIOS. Alors, autre chose aussi, il ne faut pas confondre clear CMOS et le flashage. Donc, il peut des fois être requis de mettre à jour ce BIOS pour corriger d'éventuels bugs. Et la mise à jour du BIOS, c'est pas un truc qui se fait automatiquement. C'est pas quelque chose qui se fait comme les mises à jour Windows. Vous bootez votre machine et le BIOS va se mettre à jour, non. Parce que c'est quelque chose qui est potentiellement risqué. Déjà, il faut tout reconfigurer quand on fait une mise à jour BIOS. Donc, il faut remettre les réglages du BIOS. Si vous avez fait des réglages spéciaux, il faut les remettre. Et cette mise à jour du BIOS, ça s'appelle flasher le BIOS. C'est quelque chose qui doit se faire dans le cas où vous avez rencontré un bug parce que la version du BIOS que vous avez, bah, il y a un bug dedans et il faut le corriger. Ou bien ça arrive, par exemple, vous avez acheté une carte mère, je sais pas moi, en juin, et vous voulez y installer un processeur qui est sorti genre en décembre, donc plusieurs mois après. Donc quand la carte mère a été fabriquée, ils n'avaient pas connaissance des modèles de processeurs qui allaient sortir dans le futur, pourtant compatibles avec ce modèle de carte mère. Et donc la version de votre BIOS ne reconnaît pas correctement ce nouveau processeur, mais avec une mise à jour du BIOS, du coup il est reconnu correctement. Donc il y a tout plein de petites choses comme ça que peuvent apporter les mises à jour BIOS. Alors c'est risqué dans le sens où si jamais votre machine faisait une perte de réseau électrique, donc il n'y a plus de jus au moment où vous flashez votre BIOS, bah, la carte mère elle est morte. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a plein qui ont peur de faire ça. Bah, de toute façon, la solution est simple. Il suffit d'utiliser un onduleur avec une batterie quand vous flashez votre BIOS. Et donc il n'y a pas de souci.
Alors voici un exemple de carte mère. Donc ça c'est une photo d'une carte mère qui existe. Bon, j'ai pris ce modèle-là, je l'ai pris à pouf, hein, j'en ai pris une comme ça. Et un des premiers éléments qu'on trouve dessus, c'est le socket. Donc vous l'avez ici, je l'ai entouré en jaune, c'est le socket sur lequel vient se placer le processeur. Et ben voilà, il faut que le socket de la carte mère soit du même type que le socket du processeur pour que physiquement il s'embroche, car il y a évidemment un instant T différents sockets sur le marché. Donc là, à l'heure actuelle, pour le moment, en 2020, il y en a d'autres, hein, mais on va dire que les plus courants, c'est ça. Vous avez le socket AM4, le TR4, le 1200, L2066 en machine grand public. J'ai pris un exemple de 4 sockets comme ça. Et donc, un processeur M4 ne pourra s'en ficher que sur une carte mère disposant d'un socket de type AM4. Alors normalement, si le socket et le processeur, enfin, le socket de la carte mère et le socket du processeur correspondent, en théorie, c'est compatible. Dans la pratique, ça ne l'est pas toujours. Donc il faut quand même vérifier que votre processeur, bien qu'il ait même le socket, soit une génération de processeur compatible avec votre génération de carte mère. Voilà, donc il ne faut pas faire un raccourci direct socket carte mère égale socket CPU. Bon, pour l'examen, on va dire que le raccourci est bon, mais dans la vraie vie, il faut quand même checker. Et lié à ce socket, il y a le système de fixation. Donc pour chaque socket, il y a une façon de fixer le ventilateur, enfin le ventirad, le système de refroidissement du processeur. Et c'est sur la carte mère que vient se fixer ce dispositif de refroidissement CPU. Ensuite, à proximité du socket, on retrouve les emplacements DIMM, donc les slots pour enficher des barrettes de RAM. Dans l'exemple ici, on voit 4 emplacements et on voit qu'il y a des couleurs différentes. Mais en fait, cette carte mère, c'est une carte mère qui supporte le dual channel. Donc, voir chapitre sur la RAM, hein, si vous savez plus ce que c'est. Et donc, on doit mettre les barrettes, des paires identiques de barrettes, pour pouvoir cumuler la bande passante de ces différentes barrettes. Et les barrettes identiques devront être sur les couleurs identiques. Bah, tout ça est indiqué dans le mode d'emploi de la carte mère. Mais donc, si j'ai deux barrettes de RAM, je dois les mettre sur deux slots de couleurs identiques. Donc, par exemple, ici en vert, comme j'en fiche deux barrettes à ces emplacements-là. Et c'est un peu pareil en PC portable. Donc là, je vous ai mis une carte mère de PC portable. On retrouve les mêmes choses, sauf qu'ici, le processeur, il est soudé à la carte mère. Donc là, pour le remplacer, bonjour. Alors, en tout cas, sur ce modèle-là, c'est pas toujours le cas. Et on retrouve ici deux emplacements SODIMM, sauf qu'ici, les barrettes, elles se mettent pas verticalement, mais elles se mettent à plat dans le PC portable. Ce qu'on retrouve d'autre sur une carte mère, ce sont les connecteurs pour enficher des cartes d'extension. Donc une carte graphique, une carte son additionnelle ou des choses comme ça. Et donc on les a ici entourés en jaune, hein, et on a différents formats. À l'heure actuelle, il n'y a quasi qu'une seule norme qui existe, ça s'appelle la norme PCI Express pour les connecteurs d'extension. Fut une époque où c'était plus compliqué que ça, maintenant c'est assez simple. Et il en existe de différentes tailles. Donc il y a les connecteurs PCI Express une fois, 4 fois, 8 fois et 16 fois. Et ce qui change, c'est simplement la longueur de ces connecteurs. Et dans l'exemple ici, sur notre illustration de la carte mère, on a 3 connecteurs de type X1 et 2 connecteurs de type X16 ou une fois et 16 fois. Alors le X, normalement, ça désigne le nombre de canaux de communication qui sont branchés sur ce connecteur. On parle aussi de lignes de communication. Et ce qui signifie qu'un connecteur 16 fois, il y a 16 canaux de communication, et un connecteur une fois, il y a un canal de communication. Donc le débit binaire sur un connecteur 16 fois sera 16 fois plus élevé que sur un connecteur une fois. Il y a une certaine compatibilité, vous pouvez très bien, si vous avez une carte avec qui se branche sur un connecteur, je mets une carte d'extension vue de profil, et ça vient s'en ficher dans un connecteur une fois, il n'y a pas de souci, vous pouvez en ficher cette carte dans un 4 fois, un 8 fois, ou même un 16 fois, c'est compatible. Par contre, vous ne savez pas en ficher une carte qui a un connecteur comme ça, 16 fois dans un petit une fois, ça ne marchera pas. Hein. Voilà, donc il y a une certaine compatibilité. Maintenant, si je reviens sur les différents canaux de communication,
Donc en théorie, plus il y a de X, donc entre X1 et X16, plus le débit binaire sera élevé. Maintenant, ça reste en théorie. Donc c'est pas parce que vous avez un connecteur 16 fois que les 16 canaux de communication sont fonctionnels. On va en parler sur le calque d'après. Il existe différentes versions du protocole de communication PCI Express, de la version 1 à la version 5. Vous avez un tableau ici qui est censé nous présenter les différents débits avec plein d'unités. Donc ça c'est le débit sur un canal de communication mais exprimé en bits par seconde. Donc personne ne travaille trop en bits par seconde, en tout cas moi je trouve ça débile comme unité, donc on s'en fout. Ça par contre c'est intéressant, c'est la même valeur mais exprimée en octets par seconde. Donc on voit qu'au niveau de transfert de données sur la toute première version du PC Express, par canal c'était 250 mégaoctets par seconde. Et sur les connecteurs de plus grande dimension, à condition qu'ils soient câblés avec les 16 lignes complètes, c'est 16 fois ça, ça nous donne 8 gigaoctets par seconde. Et donc la version, j'ai oublié la première colonne. La première colonne, c'est le marketing qui s'est dit que les bits et les octets, personne ne comprenait. Donc ils ont inventé une unité de merde que voilà, je barre parce que ça sert à rien. Donc il n'y a que ces deux colonnes-là qui sont utiles. Donc on a le PCI Express 1 jusqu'au PCI Express 5. Ce qu'ils ont fait, ils ont à chaque fois fait x2. Donc ça va 2 fois plus vite à chaque évolution du PCI Express, comme vous pouvez le voir. À l'heure actuelle, quasi toutes les machines utilisent du PCI Express 3. Les toutes dernières sorties, en tout cas sur la marque AMD et pas Intel, sont passées au PCI Express 4 en partie. Et le PCI Express 5, c'est le futur, mais la norme existe déjà. Voilà. Alors, prenons un exemple vite fait. Donc, si vous avez un port PCI Express qui est câblé en 8 fois, donc il est soit de taille minimale, c'est un port connecteur 8 fois en dimension, mais ça peut très bien être un connecteur 16 fois d'un point de vue de dimension physique. Mais derrière, il est câblé avec 8 canaux. Et si on est en version 3.0, la bande passante de ce connecteur, ou le débit binaire de ce connecteur, c'est 8 pour les 8 fois. Hop, fois, je vais voir dans mon tableau, 1 gigaoctet par seconde par canal, donc fois 1 gigaoctet par seconde, ça me donne 8 gigaoctets par seconde de débit. Et ce qu'il y a, c'est que c'est du full duplex, ce qui veut dire qu'en simultané, sur ce connecteur, peuvent circuler aussi bien dans un sens que dans l'autre 8 gigaoctets par seconde de données. Voici un exemple de calcul très simple. Donc, je le rappelle, un connecteur qui physiquement est 16 fois n'est pas forcément câblé en 16 fois. Il peut très bien être câblé en 8 fois, voire même une fois. Même si votre carte graphique que vous allez brancher dessus est capable de travailler avec 16 canaux en simultané, et qu'il n'y a qu'un canal qui est branché de communication sur la carte mère, ça va fonctionner. C'est juste que ça sera 16 fois plus lent. Donc vous ne laissez pas berner par la taille des connecteurs physiquement, c'est pas pour ça qu'ils ont des débits maximaux. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça? Généralement, utiliser un connecteur de taille maximale, donc 16 fois, permet d'assurer une compatibilité physique avec toutes les cartes. Donc c'est pour ça que très souvent ils mettent plusieurs connecteurs 16 fois, comme ça on est sûr qu'on peut enficher les cartes au format 16 fois. Il faut savoir que toutes les cartes sont donc enfichables sur un connecteur 16 fois, mais pas forcément dans un une fois qui lui est plus petit. Voilà, c'est pour ça qu'ils font ce choix. Ah, j'ai oublié de dire au calque précédent que, par exemple, une carte d'extension qui serait PC, de la norme PC Express 3, si vous l'enfichez dans une carte mère qui, elle, est de norme PC Express, on va dire 1, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci, c'est compatible. C'est juste que la carte graphique communiquera à la vitesse du plus lent des deux, dans ce cas-ci du PC Express 1. Donc, les normes PC Express de 1 à 5 sont compatibles les unes avec les autres et la vitesse se calibre sur la plus lente des normes. Alors maintenant, passons à d'autres connecteurs. Les connecteurs SATA. Donc sur votre carte mère, vous avez des connecteurs SATA. Dans notre exemple de carte mère ici, on a 6. Il y en a 4 en bas qui sont placés à la verticale. Et il y en a 2 là-bas qui sont placés à l'horizontale. Et donc on peut brancher 6 périphériques SATA sur cette carte mère. Donc des SSD ici ou des HDD, ou un lecteur DVD, ou un graveur DVD, ou un lecteur Blu-ray. Donc typiquement, c'est ce genre de périphérique qu'on branche en SATA. Et vous avez ici le câble SATA qui vient s'enficher. Enfin, là, vous avez ici la forme de la fiche SATA.
Comme on vient de parler des périphériques de stockage que sont les SSD, il y a également sur la carte mère les fameux emplacements M2, parce que les SSD ne sont pas forcément en format disque comme sur le cas précédent. Il peut être sous forme de petites barrettes qui viennent se clipser sans fichier sur la carte mère, donc le format M2. Donc si vous vous rappelez plus que c'est, faut retourner dans le chapitre sur les périphériques de stockage, c'était la deuxième vidéo de ce chapitre. Et je passe un peu de temps sur le format M2 parce que vous allez voir que c'est quand même ça peut être un critère de choix. Donc sur ces deux cartes mères, l'endroit où on met les SSD, en tout cas en M2, c'est pas le même. Donc en fait c'est cette fiche là, on voit peut-être pas bien la couleur que j'ai pris, c'est cette fiche ci là, où on met le M2. Et l'emplacement sur la carte mère peut être différent d'une carte mère à l'autre. Alors sur la carte mère de gauche, vous voyez que le SSD M2 il se met à cet endroit-là. Et donc souvent on branche une carte graphique ici, et là vous avez votre CPU qui est là. Ce sont deux composants qui chauffent beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est du style 80 degrés. Voilà, c'est une température normale. Et donc en deux pièces qui sont à 80 degrés, vous venez taper votre SSD. Tandis que sur la carte mère de droite, vous voyez que les composants qui sont à 80 degrés, ils sont plus éloignés, et donc vous êtes dans un endroit plus frais de la machine. Donc il est préférable d'avoir des emplacements pour SSD M2 dans le bas de la carte mère plutôt qu'à cet endroit-là, quoi. Pour clôturer cette vidéo, on reste un petit peu sur la thématique du M2, car en plus de l'emplacement, point de vue chaleur, échauffement des composants au niveau du M2, il faut aussi pas oublier de faire gaffe au protocole de communication. Donc ça, on en a parlé de nouveau dans le chapitre dédié au SSD et au disque dur. Et donc vous avez des SSD M2 qui utilisent soit le protocole NVMe, voilà, soit le protocole SATA. Donc pour rappel, vite fait, le protocole NVMe c'est plusieurs gigaoctets par seconde de débit, le SATA c'est de l'ordre de 500 mégaoctets par seconde, donc il y a un facteur 10 entre les deux en termes de vitesse. Et vous voyez que les fiches, il existe plusieurs modèles de fiches. Alors généralement, le plus souvent, les SSD M2 c'est ce format-ci, et les SSD SATA c'est ce format-là, le plus souvent. Maintenant, bon, faut vérifier sur votre carte mère, car c'est pas parce que vous avez un port M2 sur votre carte mère que vous allez pouvoir en ficher une clé M. Et en plus, c'est pas parce que vous savez en ficher une M-key que le protocole NVMe est géré. Donc vous devez vérifier au niveau de votre carte mère si un slot M2 est compatible soit NVMe, soit SATA, soit les deux, en fonction du SSD que vous voulez brancher dessus. Donc faites gaffe à ça, ça c'est quelque chose, c'est un gros piège dans le choix d'une carte mère, piège qui pourrait éventuellement se retrouver à l'examen. Donc à l'examen, je ne vais pas vous embêter avec les clés BM, etc. parce qu'on voit que c'est un peu le bordel. Par contre, dans la doc, je vous mettrai si un slot M2 supporte le protocole NVMe ou pas. Voilà. Alors autre chose aussi avec ces fameux SSD en format M2, mais il existe différentes tailles de SSD. Par exemple, les plus courants, c'est, en tout cas dans les SSD, les modèles performants, ce sont les SSD M2 au format 2280. Ça signifie en fait 22 mm de large et 80 mm de longueur. Ça c'est le truc courant. Mais si maintenant les SSD que vous achetez c'est un 2210, vous n'avez pas forcément un emplacement sur la carte mère avec un recul de 110 mm. Car quand ça se branche en SSD M2, donc ça vient s'enficher ici sur la carte mère, et puis on vient visser ici, en bout d'SSD, une petite vis pour le maintenir en place. Donc en fonction de la taille de votre SSD, la vis elle n'est pas forcément, elle n'est pas au même endroit sur la carte mère. Et donc les 2210 par exemple, c'est pas toujours possible. Dans les PC portables, vous n'avez pas toujours la place pour un 2280. Des fois, c'est peut-être un 2260 maximum. Donc, il y a aussi la longueur de l'emplacement M2 qui a de l'importance. Donc, l'endroit, point de vue échauffement, finalement, ça c'est le critère le moins important. Parce que, bon, s'il chauffe un peu plus, il va quand même fonctionner. C'est juste que sa durée de vie sera un peu moins bonne. Donc, on a la longueur de l'emplacement et on a le protocole de communication qui doit correspondre. Donc, faire gaffe à ça. Le choix du M2, il ne faut pas se gourer. Et ceci clôture cette
première vidéo dédiée au Gardner.